l'AFJA et la PCA présentent une conférence sur le thème agriculteurs et changement climatique. Aujourd'hui, le débat n'est plus effectivement dans la controverse, il est plutôt dans une démarche de prise en compte des réalités et surtout de la façon dont on peut renverser, si on le peut, ces réalités. Soyons néanmoins optimistes. Il y a un certain nombre de démarches qu'on peut faire donc ensemble, et c'est pourquoi aujourd'hui donc nous avons avec l'AFJA contribué à l'organisation donc de cette conférence sur agriculture et climat. Vous allez voir, on va faire une présentation plutôt vrai-faux. L'agriculture contribue 24% aux émissions de gaz à effet de serre, c'est faux. Il suffit de regarder d'ailleurs ce qu'écrit le GIEC, c'est l'ensemble du secteur des terres, qu'on appelle le secteur affolu, c'est-à-dire agriculture, forêt, sol et autres usages des terres, c'est-à-dire en fait tout ce qui n'est pas dans les autres calculs du GIEC, et c'est cet ensemble qui globalement représente 24% des émissions au niveau global. Et quand on regarde le détail des chiffres du GIEC, en fait on s'aperçoit que pour ce qui concerne l'agriculture proprement dite, c'est 11%. Critique qui est faite très régulièrement, c'est l'élevage qui est le grand fauteur, le grand émetteur de gaz à effet de serre. Alors là, globalement, je dis c'est faux. En fait, les chiffres sont très discutables. La FAO en 2006 dit que l'élevage est responsable de 18% de l'émission des gaz à effet de serre. Très bien. En 2013, ce n'est plus de 14,5%. Les premiers chiffres de la FAO en 2006 ont compté les industries de la tannerie dans la responsabilité des émissions de gaz à effet de serre par le secteur agricole. En France, on estime que les émissions en fait liées à l'élevage représenteraient de l'ordre de 10% des émissions des gaz à effet de serre, et c'est un chiffre qui est calculé par le CITEPA, qui est l'organisme habilité à faire ces travaux. Dernier point, j'insiste là-dessus, les marchés internationaux. Les marchés internationaux sont là pour allouer, là où la production ne suffit pas, les quantités nécessaires pour que les gens accèdent à l'alimentation. La question alors, c'est est-ce que les marchés internationaux sont aujourd'hui au service de la sécurité alimentaire? Et je suis pour ma part surpris que depuis le début du débat de la COP21, jamais personne n'ait posé la question sur les marchés internationaux. Parce que d'une manière ou d'une autre, même si nous développons les productions ouvrières dans un certain nombre de pays, ce qui est nécessaire, il y a un moment pour faire produire sur des sables assez limités. Et qu'un certain nombre de pays ne peuvent pas être autosuffisants. Table ronde. Comment accompagner les agriculteurs face au changement climatique? Merci à tous de votre présence. Expliquez-nous quels sont les constats donc sur le changement climatique au niveau des vins de Champagne. Alors qu'est-ce qu'on observe? On observe surtout une évolution qui s'est infléchie assez nettement depuis environ 25 ans, avec comme fait le plus marquant une augmentation de la température moyenne. Donc chez nous en Champagne, sur le réseau de stations météo automatiques, on enregistre depuis 25 ans plus 1 degré à peu près par rapport au niveau qu'on connaissait dans le milieu des années 80. C'est le fait le plus marquant, une augmentation de la température. Le deuxième fait le plus marquant mais moins dominant, c'est l'augmentation de fréquence des vents les plus forts. Par contre, on n'observe aucune différence ni sur la pluviosité, c'est-à-dire la quantité de pluie qui tombe sur l'ensemble du vignoble, qui est toujours à peu près 700 mm par an, et on n'observe pas non plus d'augmentation des événements climatiques extrêmes, type orage ou événements grêligènes. Des vendanges plus précoces, une maturité des raisins qui est un petit peu différente, un petit peu plus de degrés alcooliques, un peu moins d'acidité, et des rendements à la hausse. Donc vous êtes heureux avec le changement climatique? Pour l'instant, les effets sont très positifs, oui. On a envie de dire le risque à court moyen terme, c'est de voir les grands millésimes se répéter plus souvent. Monsieur Bordeaux, donc quelles sont les observations sur votre propre exploitation du changement climatique depuis que vous êtes installé, on va dire? Donc ça peut-être commencé en 76 avec des années de sécheresse. Ça s'est poursuivi 76 avec une grande année où on a manqué beaucoup d'eau. Je m'en souviens, j'avais 15 ans. Donc on a aussi 1990, 2003, 2004, 2011 aussi. Et puis ce qu'on peut dire en principe,
agriculteurs, puisqu'on discute, c'est vraiment une année atypique comme cette année, où on a vraiment des variations climatiques très intenses. C'est-à-dire que dans la même journée, on est capable de changer de 10 degrés dans la même journée quand on regarde bien les températures. Donc on a des fortes variabilités de température. Par contre, ce qu'on observe vraiment en tant qu'éleveur, c'est cette régularité sur l'automne. On a des températures beaucoup plus douces. On a des systèmes herbagers qu'on emmène beaucoup plus loin dans la pâture et la saison, c'est-à-dire qu'on peut laisser les animaux jusqu'au 1er décembre avec de l'herbe qui est présente. Et on le voit aussi autour des arbres, finalement la chute des feuilles des arbres qui tarde à venir dans l'hiver pour aborder la taille des arbres dans l'hiver où on attend souvent que les feuilles soient tombées. Et donc là, les feuilles restent vraiment longtemps sur les chênes et restent vraiment longtemps vertes. Les agriculteurs, globalement, comme vous, font des observations, perçoivent ces changements climatiques. Mais la question qu'on peut se poser, c'est au-delà de la perception, sont-ils prêts à mettre en œuvre des pratiques, faire évoluer leurs pratiques? Alors, une chose qu'ont les agriculteurs, ça a été dit, hein, c'est que je pense que pour eux, le climat, c'est quelque chose d'hyper concret, c'est un paramètre avec lequel on travaille. C'est pas juste une variable de confort qu'on va corriger avec du chauffage ou de la climatisation comme on peut le faire en ville. C'est quelque chose de beaucoup plus concret. Et ils ont la chance effectivement d'observer des choses. Et quand on les met ensemble à discuter sur leurs observations, ça y va. La difficulté, c'est vraiment d'aider les gens à faire le lien entre leur observation et un vrai phénomène global. Globalement, en fait, on a besoin d'une montée en compétence sur cette question-là. Des agriculteurs, de tous les conseillers qui accompagnent les agriculteurs. Il y a une vraie montée en compétences à opérer. Une vraie nécessité d'apporter des connaissances sur ce sujet. Et il y a une attente. Bertille Tarot sur cette question. Alors, même question, un petit peu même réponse, malheureusement, et heureusement, quelque part, nos observations convergent. Alors, c'est vrai qu'on observe, comme ce que décrivait Laurence à l'instant, ce qu'on appelle souvent un scepticisme assez généralisé. Alors, c'est important de déconstruire ça. En fait, effectivement, tous les agriculteurs qu'on rencontre observent des changements du climat sur leurs exploitations. Et la difficulté, comme le disait Laurence, c'est qu'ils interprètent ces changements qu'ils observent dans le sens du processus de changement climatique, dans la théorie que nous acceptons dans cette salle. Deuxième difficulté dans ces représentations des questions de climat, c'est une fois qu'on accepte que les agriculteurs acceptent qu'il y a un changement du climat, qu'il est lié à des phénomènes, à des causes pour partie anthropiques en tout cas, c'est de se situer en tant que co-responsables du processus climatique. Beaucoup d'agriculteurs, même s'ils acceptent et ils croient au processus climatique tel qu'on en parle nous, vont dire oui mais ce sont plutôt les autres secteurs qui sont responsables et pas l'agriculture, ou bien ils vont dire oui mais que faire, de toute manière on est impuissant face à ce processus. Et ce sont deux types d'attitudes assez classiques de processus de déni qu'on observe dans d'autres types de populations et contre lesquelles il faut effectivement lutter ou travailler. Les agriculteurs qu'on rencontre mettent tous en œuvre, je dirais tous, des pratiques de lutte contre le changement climatique. Ils l'ont tous fait depuis une dizaine d'années en réduisant l'utilisation d'engrais azotés notamment. Sauf qu'ils ne le savent pas, ils ne savent pas dire ce qu'ils font de vertueux pour le climat et ils ne savent pas vers où travailler pour augmenter leur marge de manœuvre ou augmenter leurs pratiques vertueuses pour le climat. Vous, sur votre exploitation, ce que vous avez fait, comment vous avez fait évoluer votre système et puis quels sont les résultats? Alors on l'a fait évoluer dans un premier temps inconsciemment par rapport au changement climatique et c'est suite aux années de sécheresse de 90 où on s'est dit il faut modifier quand même le système fourrager parce que les cultures d'été souffraient. Donc le système herbager a pris sa place. Et derrière ça, on s'est dit en même temps les animaux autour du bien-être, l'arbre était nécessaire, la haie était nécessaire. Donc on a décidé de planter des haies. Et on n'a absolument pas pensé gaz à effet de serre ni carbone à cette époque-là. On a simplement pensé bien-être des animaux. On est passé de 50 mètres de hectare à 200 mètres de hectare. Et donc on en mesure les bienfaits depuis 15 ans, puisqu'on a démarré en 90. Et aujourd'hui, on va plus loin parce qu'on se dit, même s'il y a des haies autour des parcelles,
on va changer le climat de la parcelle et on s'engage dans l'agroforesterie, puisque 30% de l'exploitation sont dans l'agroforesterie, avec tous les travaux qui sont faits en France dans ce domaine, où on sait que l'on peut réduire l'amplitude thermique d'une parcelle de 4 degrés. Mais voilà, donc c'est comment s'adapter, comment limiter, on en est que là, et ensuite comment valoriser ces adaptations-là sur des facteurs économiques, et on le valorise aujourd'hui en vente d'énergie. Sur votre exploitation, est-ce que vous avez mesuré l'impact de la réduction des gaz à effet de serre? Est-ce que vous avez réduit, vous avez comptabilisé précisément? On est à 20% de gaz à effet de serre en moins d'une exploitation conventionnelle. Vous êtes à 20% en moins. Voilà. Et tout le monde peut le faire ou c'est uniquement dans votre système? C'est à chaque éleveur de choisir, en fait, c'est des choix d'éleveurs, et en fonction des régions. Je pense qu'on a une réponse différente entre régions. Je pense qu'entre la Bretagne, la Normandie, le Pays de Loire, au sud de la France, on a forcément une réponse différente. En agriculture, on a des émissions de gaz à effet de serre qui sont très très différentes de celles qui sont juste liées à la combustion des énergies fossiles. Et on a ce que j'appellerais moi des émissions de gaz à effet de serre non maîtrisables. C'est-à-dire dans la mesure où il y a un sol vivant, où il y a des animaux vivants, leur fonctionnement fait qu'il y a des gaz à effet de serre. C'est plus ou moins amplifié, effectivement, en fonction de la pratique agricole qu'on peut avoir, mais ça fonctionne comme ça. Et on se rend compte qu'il n'y a pas un levier miracle. Il n'y a pas une action qui va tout de suite donner 15%, 20% d'amélioration. C'est plutôt une optimisation sur chacun des postes d'émissions de gaz à effet de serre qu'il faut opérer. On est sur la nécessité d'améliorer les connaissances globales, enfin les connaissances sur ces thématiques de changement climatique et chiffrer davantage. Alors, la piste de chiffrer davantage les tonnes d'équivalent CO2 économisées me semble extrêmement intéressante. Parce qu'on voit clairement les marges de manœuvre pour les agriculteurs, et ça c'est très positif. Parce que aussi ça permet aux agriculteurs de discuter avec leurs voisins, avec leurs familles, de ce qu'ils font de bien pour le climat. Et c'est, je crois, un des seuls enjeux environnementaux où on a quelque chose d'aussi lisible et d'aussi transversal. Et pour une fois, l'agriculteur va pouvoir dire assez simplement et facilement à son frère, à son voisin, moi j'ai économisé l'équivalent de 6000 km de voiture cette année, et toi? En gros, il faut toujours le traduire en unités qui parlent à l'ensemble de la société. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Sans doute pas assez aujourd'hui. Monsieur Descôtes, vous qui êtes dans un secteur qui est très connecté au grand public et aux consommateurs, est-ce que vous communiquez dans ce sens sur les efforts qui ont été faits par la filière? Entre 2003 et 2013, sur les 10 premières années du plan carbone, nous avons réduit de 7% l'empreinte carbone de la filière, avec dans le même temps une augmentation de notre activité globale de 13%, puisque les ventes de champagne ont augmenté dans le monde de 13% sur la même période. Moins 15% d'émissions de carbone pour chaque bouteille commercialisée, et moins 19% d'émissions de gaz à effet de serre pour chaque euro de chiffre d'affaires généré. Et pouvez-vous moins donner, 7% au donner total. quelques exemples d'actions? Oui, parmi les 50 actions, il y en a une emblématique évidemment, c'est la réduction du poids de la bouteille vide. Donc la bouteille vide faisait 900 grammes, elle est lourde, parce qu'on a 6 kg de pression dans une bouteille de champagne, et pour des raisons de sécurité, voilà. Donc on est passé de 900 grammes à 835 grammes, avec les mêmes critères de sécurité, ce qui a permis d'économiser, si ma mémoire est bonne, 8 tonnes de CO2 chaque année, donc l'équivalent d'à peu près 4000 véhicules. Globalement, est-ce que vous êtes optimiste sur les possibilités d'embarquer les agriculteurs dans ces questions d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre? Monsieur Bourdeau. Les agriculteurs ont quelque part commencé. Il faut la mise en route, mais je crois beaucoup à l'adaptation des agriculteurs à chaque problématique qu'on a pu avoir depuis des siècles. Il faut le temps, mais je pense qu'on pourra la mesurer assez rapidement dans les 10 années à venir. Moi, là où je suis optimiste, c'est plutôt de dire que l'enjeu d'atténuer le changement climatique ou de s'y adapter va être une occasion pour les agriculteurs peut-être de dépasser des scissions internes entre extensif et intensif qui nuisent, à mon avis, au moral et à la bonne marche de la profession agricole dans certaines dimensions, et de pouvoir réengager d'une manière relativement constructive un dialogue avec le reste des secteurs économiques. Et ça, je trouve que c'est un enjeu intéressant. Pour travailler sur ce sujet-là, pour avoir une bonne dose d'optimisme, c'est des nouvelles alarmantes arrivent assez fréquemment.
Sinon, par rapport à l'agriculture bretonne, des éléments d'optimisme, c'est ce qui a déjà été réalisé. Je dirais, on a quasiment tous nos sols qui sont couverts l'hiver et ça apporte des choses sur le stockage du carbone. On a fortement avancé sur l'efficacité énergétique, la performance énergétique dans les filières volailles et puis porc maintenant, qui arrivent aussi. La méthanisation avance aussi, l'équilibre de la fertilisation, je dirais, on a fait des grands progrès avec la motivation qualité de l'eau. Voilà donc tout un tas de techniques qui se sont mises en place. Et puis un autre élément d'optimisme aussi, c'est cette décision d'être très volontariste sur ce sujet-là qui a été prise par nos élus et d'aborder les choses de façon positive. Donc ça c'est un élément. Oui, c'est ça, il ne faut pas que ce soit une contrainte supplémentaire, mais que ce soit vu comme un élément positif, enfin une évolution des pratiques de façon positive. Donc voilà, on a des trajectoires à matérialiser et à comprendre nous-mêmes. Et je dirais que notre habitude qui était d'avoir un climat stable avec lequel on pouvait construire des références un peu figées, ben ce paradigme-là, il faut un peu le réviser et essayer de raisonner plutôt en dynamique. C'est-à-dire que les références climatiques ou agroclimatiques que vous et vos collègues allez bâtir ou utiliser aujourd'hui, demain, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, il faudra les réviser. Le changement climatique, ce n'est pas un sujet qui nous occupe cet après-midi et dont on aura fait le tour dans 1 heure ou dans 1 mois ou dans 5 ans. On est parti pour un moment sur cette affaire-là. Et le changement climatique, on n'est pas obligé de l'examiner aux échelles de temps géologiques. Il y en a qui le font, c'est très utile. Pas exactement notre cœur d'activité. Par contre, il y a trois horizons de temps qui sont très très pertinents pour nous. Il y a, on va dire, la deuxième moitié du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, donc les 65 dernières années, plus 1 tous les ans, qui sont l'occasion pour nous de constituer les référentiels que monsieur du CIVC a évoqué, le fait de faire la traçabilité des dates de début de vendange, par exemple. Il y a un deuxième horizon de temps qui est très intéressant pour nous, parce que c'est celui des acteurs économiques, c'est le futur proche. Alors en réalité, j'aurais dû l'appeler le futur très proche. Ce sont des prospectives à court terme et qui permettent d'examiner la faisabilité ou la non-faisabilité de différents systèmes ou de différentes productions. Et puis enfin, il y a le futur, pour le coup lointain, c'est la fin du siècle, pour représenter ce que pourrait être l'évolution du climat dans ces départements. Ce que nous émettons aujourd'hui, et l'effort que nous ferons aujourd'hui d'atténuation, n'aura des effets visibles que sur la deuxième moitié du XXIe siècle. Donc il y a devant nous, on est en 2015, c'est 2040-2050, il y a entre 25 et 35 ans, on n'est pas à une année près, de trajectoires climatiques à peu près équivalentes à celles que nous vivons depuis 1980. Et donc ces années-là, c'est les années de l'adaptation. C'est l'adaptation des systèmes pour leur permettre d'être productifs et de faire vivre des agriculteurs dans un climat qui aura autant changé d'ici 2040 qu'il a changé depuis 1980. Voilà dans les grandes lignes. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Et pour ça, Retrouvez l'actualité de l'AFJA sur www.afja-asso.fr.